L'idée, c'est de faire un petit point en 30 minutes sur les vaccins, peut-être de vous apprendre certaines choses. Frédéric m'a posé un certain nombre de questions qui m'ont paru très judicieuses et intéressantes sur ce qu'on pouvait comprendre des vaccins, pourquoi sont-ils utiles, inutiles, dangereux, je ne sais pas. On va voir un petit peu ça ensemble. Donc là, vous avez, je vous ai mis le calendrier vaccinal. Si on regarde un petit peu, ça c'est 3 vaccins, ça c'est 4, 5, 6, 7, 8. On en fait 8 là, 8 là, 8 là. Et aujourd'hui, il n'existe aucune étude sur l'absence de dangerosité de faire autant de vaccins à un enfant, c'est-à-dire de faire autant de stimulation immunitaire par des voies qui ne sont pas naturelles, puisque normalement les stimulations immunitaires se font par les muqueuses. On a un système immunitaire qui fait pour. Et là, bien sûr, c'est injecté. Bien. Alors, une des vraies questions, c'est exactement la même chose que l'on développe un petit peu dans le livre que j'ai écrit, dont Frédéric parlait sur le dépistage du cancer. Enfin, le livre est sur le cancer et l'accompagnement, mais on parle du dépistage. Est-ce qu'il faut faire un dépistage de masse ou un dépistage individualisé ? Je reste persuadé, peut-être parce que j'ai choisi de faire de l'homéopathie, que la médecine, c'est une médecine individuelle, elle doit être personnalisée, globale, mais personnalisée, et que les considérations de santé collective ou de santé publique sont très intéressantes. Je comprends que les gouvernants aient besoin de se poser ces questions, mais les choix doivent rester individuels. Et c'est peut-être la première problématique, c'est qu'on nous impose des choix collectifs pour soi-disant protéger la collectivité sans s'intéresser à l'individu. Bon, on pourrait débattre longtemps de cette question philosophique qui, moi, personnellement, me trouble beaucoup. Alors, Frédéric m'a demandé un petit peu, voilà, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins? C'est intéressant, peut-être vous ne le savez pas tous. Et j'ai pris l'exemple de l'Inforix Hexa, donc l'hexavalent, celui qu'on est censé faire 3 fois à tous les enfants à 3 mois, 4 mois, 5 mois environ. Donc 3 injections plus le rappel. Donc il y a bien sûr la diphtérie, le tétanos, c'est des toxines, vous voyez, c'est des anatoxines. Donc en fait on utilise une dilution de la toxine. Il faut comprendre que si on utilise une dilution de la toxine, ce n'est pas une dilution de virus ou de bactéries, un petit peu différent. La toxicité, pour le coup, n'est pas la même, et elle est même moindre en général. D'injecter un extrait de toxine peut être considéré comme peu dangereux, même s'il y a quand même des effets secondaires. Il y a les antigènes de Bordetella, c'est la coqueluche, Bordetella pertussis. Il y a le virus de la polio inactivé, vous allez comprendre pourquoi je le marque en gros. Enfin, je le précise. Il y a les hémophilus, le fameux hémophilus, je reviendrai dessus, et puis bien sûr les antigènes de surface du virus de l'hépatite B. Donc antigène de surface veut dire que ce n'est pas le virus complet, c'est une partie du virus. Et effectivement, vous voyez que ce vaccin a un petit avantage, ou il n'a pas un défaut de certains autres, c'est qu'il n'est pas vivant. Parce qu'effectivement, vous avez des vaccins inactivés, c'est le cas de celui que je viens de vous montrer, et vous avez aussi des vaccins atténués, des vaccins vivants. Les vaccins vivants, on injecte réellement la maladie, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'effets secondaires avec ces vaccins, et donc j'ai voulu vous faire la liste des vaccins vivants qu'on utilise régulièrement chez nos enfants et chez les adultes aussi. La rougeole, ah bah tiens, c'est bizarre qu'on en parle autant de la rougeole avec beaucoup d'effets secondaires et des travaux, malgré ce qu'on dit en France, des travaux américains qui montrent qu'il y a probablement une relation entre le vaccin de la rougeole et maladies neurologiques, pas seulement l'autisme. La rubéole, les oreillons, le rotavirus, qui est un peu à la mode, on veut absolument faire les vaccins contre le rotavirus à nos enfants pour les empêcher d'avoir la gastro de l'hiver. Les probiotiques marchent très bien aussi. La fièvre jaune, c'est un peu à part, c'est un vaccin obligatoire pour aller dans certains pays. Donc soit vous allez dans le pays, vous faites le vaccin, soit vous n'allez pas dans le pays, mais on n'a pas le choix. Et puis le BCG, qui a donné énormément de complications, vous savez, qui était obligatoire, qui n'est plus obligatoire, c'est pas par hasard, sinon ça finirait par coûter cher à l'État, puisque c'est l'État qui doit rembourser les effets secondaires, puisque le vaccin est obligatoire. Il est plus obligatoire, ce qui ne sert à rien, mais alors vous allez me dire, tiens, il exagère quand même, pour le BCG, ça ne sert à rien, je vous montrerai tout à l'heure. Malheureusement, dans les vaccins, il y a aussi des excipients. Donc, par exemple, dans la poudre d'hémophilus, il y a du lactose qu'on injecte. Dans la suspension de DT polio, c'est pas grand-chose, c'est du chlorure de sodium, ça c'est rien du tout. Mais malheureusement, pour la fabrication du vaccin, on utilise du formol, on utilise aussi des antibiotiques. L'organisme ne s'est pas évidemment éliminé, ne s'est pas métabolisé, et donc il va poser un certain nombre de problèmes. C'est beaucoup 1 mg d'aluminium, je trouve.
Et par ailleurs, ce vaccin, je voulais vous le signaler pour la petite histoire, mais il est cultivé pour certains, pas toutes les souches, mais enfin pour certains, cultivé sur cellules véro. Les cellules véro, c'est des cellules de rein de singe vert. Mon mot, l'animal d'origine du virus du sida, c'est le singe vert d'Afrique. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est tout à fait officiel ce que je vous dis. Hein, c'est rien. Ce qui n'est pas officiel, c'est est-ce que ça a joué un rôle dans le passage du virus chez l'homme, mais certains le pensent sérieusement. Tout ce que je vais vous raconter, vrai, quand c'est pas sûr, je vous dis c'est pas sûr, c'est pas publié, on hésite. Ça, c'est les effets secondaires. On va pas les regarder tous ensemble, hein, mais vous voyez qu'il y en a quand même. Bon, alors évidemment, perte d'appétit, cris, pour les très fréquents, fièvre quand même. Voilà. Il y a des bénéfices et des risques. Et en particulier, un vaccin, c'est fait pour faire réagir notre système immunitaire. J'ai pas voulu rentrer dans le détail du mécanisme de la vaccination. Vous savez peut-être, on injecte un antigène, ce qu'on appelle un antigène, donc un virus, un bout de microbe, une toxine, puis notre système immunitaire le reconnaît, et il va faire des anticorps contre cet antigène, et donc la prochaine fois qu'on va rencontrer le microbe, on va reconnaître l'antigène, on va pouvoir le détruire. Hein, c'est le principe de la vaccination. Ça marche aussi si vous avez eu la rubéole, vous êtes vacciné à vie, ce qui n'est pas le cas pour le vaccin. On ne va pas tout le temps être négatif. Quand on vaccine les gens, ils font moins la maladie ou ils la font de façon plus atténuée. Donc c'est un avantage. Évidemment, pour la rubéole, je n'ai toujours pas trouvé l'avantage, sauf pour les jeunes femmes qui ne l'ont jamais fait, qui pourraient être enceintes d'enfants. Et puis, je pense qu'on aura des épidémies de rougeole à 40 ans, hein, puisqu'on va avoir les... Et ça risque d'être plus embêtant parce que c'est une maladie qu'on doit faire dans l'enfance. Ce n'est pas par hasard si ce sont des maladies infantiles, qui sont peut-être parce que moins, enfin surtout qui ne sont pas aseptisées, et du coup ils font leur système immunitaire. Ils sont beaucoup moins allergiques, il y a beaucoup moins d'asthme chez les enfants élevés à la campagne que les enfants élevés à la ville. Donc comme quoi faire des maladies, ça peut être utile. Mais en tout cas, le vaccin, ça empêche de les faire. Ça peut aussi, en tout cas c'est les avantages qu'on avance, ne pas participer à la contagion d'une maladie. Par exemple, si vous avez dans votre entourage un enfant qui a une maladie grave, si vous vous faites vacciner, au moins vous n'attraperez pas la maladie, donc vous ne lui transmettrez pas. Bon, remonter dans le sang. Il y avait une poussée, de la charge virale. D'ailleurs, on disait, voilà, il faut vacciner les gens qui ont le sida contre la grippe parce qu'ils sont fragilisés, mais en fait, quand on le fait, ça aggrave la maladie, donc on ne savait plus trop bien ce qu'il fallait faire. Mais ça fait vraiment une chute du système immunitaire. C'est pour ça que vous avez certainement rencontré tous des gens qui ont dit « Ah, moi je ne fais plus le vaccin contre la grippe parce qu'un jour je l'ai fait, j'ai été malade tout l'hiver. » Parce qu'effectivement, ça fait chuter le système immunitaire. Donc ça, c'est un premier problème. Bon. Et puis le deuxième problème, beaucoup plus embêtant, un peu plus fréquent et un peu grave, c'est que en fait, quand on fait un vaccin, on va exciter le système immunitaire, on va le stimuler pour qu'il réagisse contre ces antigènes. Le problème, c'est que si vous êtes prédisposé à faire des maladies auto-immunes, à faire des allergies, ça va augmenter le risque de ces maladies. Alors là, il n'y a pas de travaux vraiment officiels, parce que personne ne veut les faire. Évidemment, ça n'intéresse personne de faire des travaux statistiques là-dessus. Donc on a juste, les gens qui font le vaccin d'hépatite B, il y a peut-être plus de sclérose en plaques, mais ce n'est pas très significatif. Voilà, la rougeole, il y a peut-être plus de maladies neuro-immunitaires, mais c'est peut-être pas significatif. Pourquoi c'est pas significatif? Parce que si on prend 100 personnes, c'est sûr que le ROR, ça ne va pas donner 50 pathologies, hein. Ça va donner des pathologies à la marge. Et vous savez peut-être que les statistiques, c'est une courbe de Gauss, et quand vous êtes dans les 5% à droite, 5% à gauche, vous êtes hors statistique. Hein. On ne s'intéresse qu'aux ce qu'on appelle les 2 déviations standards, donc en gros aux 90%. Or, justement, malheureusement, ce sont les 5-10% qui sont à la marge qui font des complications. Parce que ce sont ceux qui ont des systèmes génétiques, une génétique immunitaire un peu particulière. Et malheureusement, comme ils sortent un peu des statistiques, parce que comparé à l'ensemble de la population, ils ne sont pas assez nombreux, les chiffres ne sont pas statistiquement significatifs. Voilà. Donc malheureusement, aujourd'hui, on ne reconnaît pas que les vaccins ont déclenché des maladies auto-immunes de façon officielle. Mais par contre, les juges le reconnaissent, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont été indemnisés. Hein. J'ai plusieurs patients qui ont été indemnisés après avoir fait une sclérose en plaques suite au vaccin de l'hépatite B. Donc la justice le reconnaît, mais la science ne le reconnaît pas encore. Cherchez l'erreur. Alors, je voulais vous parler, je n'ai pas regardé ma montre, donc je vais essayer de tenir quand même le temps, mais je voulais vous montrer des courbes pour que vous compreniez un petit peu une partie du mensonge et que vous compreniez que quand on dit les vaccins c'est ci, c'est ça, c'est pas du tout une lubie, c'est pas volontairement être absolument, ah oui, c'est encore des naturaux qui disent ça, ils ne savent pas de quoi ils parlent.
j'ai fait des études de naturo aussi, hein, je respecte très beaucoup cette approche. J'ai beaucoup travaillé avec Robert Masson, j'ai beaucoup travaillé à Bobigny aussi, donc, et je défends ça tout le temps. Et je vous recommande les livres de Michel Georget, qui est vraiment le spécialiste en France de ces questions. C'est le type le plus objectif, le plus honnête que je connaisse. Donc vraiment, si vous vous intéressez à la vaccination et aux explications et aux conséquences, lisez les livres de Michel Georget. Alors ça, c'est une phrase, bon, je vais aller un petit peu vite, mais c'est une phrase officielle du rapport. Alors vous allez me dire, c'est un peu ancien, mais c'est intéressant parce que c'est sur la variole, de l'OMS, à l'époque aussi où les lobbies étaient peut-être moins puissants, il faut le dire. Et on peut se demander si l'abaissement du taux de mortalité n'a pas été trop aisément attribué à l'action sanitaire. Donc c'était par rapport à la variole. Au cours du processus de développement qui fut long, le développement économique a probablement contribué plus efficacement que la santé publique et la médecine clinique à réduire la mortalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui fait le plus reculer les épidémies, c'est l'hygiène, c'est la dératisation. C'est prouvé, il n'y a pas à discuter là-dessus. Toutes les maladies ont baissé, non pas parce qu'on a vacciné les gens, non pas parce qu'on a inventé les antibiotiques, c'est parce qu'on a créé de l'hygiène, que les gens ont vécu dans des maisons salubres, qu'on a dératisé, qu'on a créé des égouts, le tout à l'égout, etc. Et ça, c'est largement prouvé, vous allez le voir sur les courbes après. Impact des vaccinations, les campagnes d'éradication reposant entièrement ou essentiellement sur la vaccination de masse furent couronnées de succès dans quelques pays, mais échouèrent dans la plupart des cas. Ne croyez pas, c'est le rapport de la Commission mondiale pour le certificat de l'éradication de la variole. En 1979, c'est des gens tout à fait officiels qui ont reconnu que souvent ça n'a pas servi à grand-chose. Et voilà, par exemple, je vous disais qu'on allait parler du BCG, je peux vous donner des dizaines d'études sur le sujet, hein, sur le BCG. Ça a été étudié en Suède, en particulier, il y a des très belles études en Suède sur le sujet. Voilà un pays où il n'y a pas d'obligation de vaccination, voilà un pays où il y a une obligation de la vaccination. Voilà, donc ça baisse quoi qu'il arrive. Hein. Donc quand on dit « Ah, la vaccination pardon, excusez-moi. La vaccination a permis l'éradication », c'est pas vrai. On met deux courbes parallèles, mais c'est pas vrai. Voilà pour la diphtérie. Le vaccin, il ne sert à rien. On ne sait pas pourquoi il est encore obligatoire. Et donc, on voit voilà, découverte du vaccin. La vaccination dans les écoles, donc ça, ici, ça baisse, on dit c'est formidable, sauf qu'en fait les gens sont vaccinés, mais il y a une augmentation de la diphtérie dans les années de guerre et juste après-guerre. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes d'hygiène, il y avait des problèmes de dénutrition, etc. C'est uniquement les conditions d'hygiène qui ont permis l'éradication de cette maladie. Récemment, il y a eu des cas de diphtérie en Europe de l'Est. On dit « Ah, c'est parce qu'ils ne sont pas vaccinés ». Mais il y a 5 ans, ils n'étaient pas plus vaccinés, il n'y avait pas de diphtérie. C'est juste parce qu'en ce moment, malheureusement, vous êtes tous au courant qu'il y a la guerre et qu'il y a beaucoup de migrants en Europe de l'Est, donc forcément, il y a des cas de diphtérie. D'accord ? Voilà un petit peu la rougeole. Alors, je vous laisse découvrir ces belles courbes, toujours tirées des livres de Michel Georget, hein, Vaccination, les vérités indésirables. Donc, vous voyez, bien sûr, il y a des pics au moment où il y a des guerres, hein, évidemment, surtout, des moments où il y a des difficultés. Bon, après, l'hygiène arrive, et voilà, la vaccination arrive là. Donc, vous voyez que c'est très efficace pour éradiquer la maladie. Et si on veut regarder pour la coqueluche, c'est pareil. Hein, vous voyez, donc il y a une très nette diminution à partir du moment où on a beaucoup avancé, fait progresser les conditions d'hygiène. Voilà. Voilà, ça c'est l'hépatite B, c'est à peu près la même chose. Ça c'est intéressant, c'est les hépatites B aiguës. Alors ça c'est intéressant, mais en même temps c'est intéressant surtout pour se rendre compte que voilà, ça avait baissé bien avant qu'on commence à vacciner et que de toute façon, on est quand même à 2 cas pour 100 000. Le virus était très virulent. Pourquoi il était virulent? Parce qu'il avait muté. Et pourquoi c'est virulent il est plus virulent quand il mute? Parce qu'en fait, on a des anticorps qui restent des anciens syndromes grippaux, des grippes, et donc on fait en gros une grippe tous les 10 ans parce que le virus mute petit à petit, donc au bout de 10 ans, nos anticorps sont plus très efficaces. Bon, bah là, il a muté brutalement, donc les anticorps étaient moins efficaces. On rajoute à ça un hiver rigoureux, hein, on a eu un mois de janvier très dur, très froid, et il y a eu beaucoup de grippe entre janvier et février, et ça n'a rien à voir avec le vaccin, évidemment. Hein. Toujours dans la même chose, donc le problème c'est que les vaccins peuvent favoriser les maladies auto-immunes. Donc ça c'est une phrase toujours de professeur Hansik, c'était un peu plus ancien en 96. Donc il est impossible d'estimer la fréquence de ces accidents en raison de leur déclaration inconstante et de la quasi-absence d'enquête épidémiologique spécifique. C'est ce que je vous disais sur les scléroses en plaques et le vaccin d'hépatite B.
Mais par contre, une chose est sûre, on n'arrête pas d'augmenter les maladies auto-immunes. Vous le savez, on a de plus en plus de maladies auto-immunes, de plus en plus d'allergies. Les vaccins ne sont pas les seuls en cause, il ne faut pas non plus exagérer. D'ailleurs, on n'a rien prouvé aujourd'hui, quelles sont les causes. On parle beaucoup de l'environnement, bien sûr, le fait que l'environnement soit aseptisé, peut-être le fait qu'on donne trop d'antibiotiques aux animaux, etc. Et peut-être parce qu'on vaccine de plus en plus les enfants. Parce que ça, c'est le problème du diabète sucré insulinodépendant, hein, il ne faut pas confondre avec le diabète gras. On a malheureusement de plus en plus de diabète gras chez l'enfant parce que les enfants mangent beaucoup trop de sucre. En France, voilà, alors ça c'était des chiffres européens. En France, c'est la même chose, évidemment. Hein. Donc, vous voyez, chez les moins de 20 ans, l'incidence est passée de 7,40 à 9,50 pour 100 000 habitants, une augmentation de 29%. Mais chez les enfants de 0 à 4 ans, c'est augmenté de 79%. Donc, il faut quand même se poser des questions. C'est peut-être la nutrition, mais on allait plutôt un peu plus maintenant, finalement. L'allaitement revient à la mode. Donc il y a des causes, et parmi ces causes, évidemment, on est obligé de se poser la question des vaccins. Il peut y avoir des causes environnementales. Hein. Il faut savoir que l'alimentation de la femme enceinte joue un rôle important. Peut-être les ondes électromagnétiques, l'exposition aux ondes diverses et variées des mères enceintes joue un rôle certainement. L'exposition aux pesticides, ça c'est sûr, joue un rôle important aussi. Donc il ne faut pas voir que la trace du vaccin. Pardon. Voilà, donc par contre, il faut savoir qu'on a tous des prédispositions. Un confrère avait proposé qu'on fasse un typage HLA à toute personne qu'on devait vacciner. Le typage HLA, c'est la génétique de notre immunité, c'est ce qui permet comment dirais-je, de repérer des prédispositions à telle ou telle maladie auto-immune, en particulier, ou telle maladie liée à l'immunité. C'est la seule diapo un peu compliquée de mon diaporama. Comme vous les aurez, vous embêtez pas trop. C'était juste, parce que moi c'est un de mes axes de recherche, je fais des typages HLA chez beaucoup de mes patients. C'est des bilans qu'on ne fait pas à n'importe qui, on ne le fait pas dans n'importe quelle condition. Donc voilà, c'est particulier, mais on peut repérer, effectivement, bon ça c'est les gènes, je vous les donne par curiosité. Hein. Peut-être vous êtes un peu initié là-dessus, je vais finir là-dessus pratiquement, mais peut-être vous avez entendu parler, moi il se trouve que c'est un sujet de travail aujourd'hui. J'ai intégré un groupe de recherche avec le professeur Montagnier sur les infections froides chroniques. On parle beaucoup, par exemple, de la maladie de Lyme, ça je suis sûr que vous en avez entendu parler, des borrélioses, mais en fait on a tous plus ou moins des virus chroniques en nous, des microbes chroniques, ça peut être des simples herpès, ça peut être la varicelle qui est restée, vous savez, qui donnera peut-être un zone un jour, des chlamydiés, des rickettsie, plein de noms bizarres. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de maladies chroniques sont liées à ces infections. C'est vrai de l'autisme, hein, qui est beaucoup plus lié aux infections qu'au vaccin. Le vaccin est un facteur déclenchant seulement, mais il y en a beaucoup d'autres. Bon. Le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie, c'est toujours lié à des infections chroniques. Et alors le problème, c'est que comme on a ces virus en nous, et on vit en bonne intelligence, hein, parce qu'on doit vivre avec ces microbes, on serait dans un monde aseptisé, on ne pourrait pas vivre. Hein. Donc c'est bien, ça régule notre système immunitaire, mais si à un moment donné on affaiblit notre système immunitaire, ça peut être un très gros stress, hein, ça peut être des événements traumatisants, etc. Mais ça peut être un vaccin. Eh bien, si on fait chuter notre système immunitaire, certains microbes peuvent se réveiller et donc déclencher des maladies chroniques. Sincèrement, le syndrome de fatigue chronique, les fibromyalgies, les maladies de Crohn, les spondylarthrites ankylosantes sont très fréquentes. Alors on retrouve beaucoup, je voulais juste vous les citer, là aussi il faudra aller beaucoup plus, c'est compliqué d'aller plus loin, l'Epstein-Barr virus, le virus de la mononucléose, le cytomégalovirus, le virus de l'herpès, les chlamydiés, les mycoplasmes, les borrélioses, c'est ceux qui donnent la maladie de Lyme, les staphylocoques ou streptocoques aussi peuvent donner ce genre de choses, et bien d'autres. Donc ça, c'est une autre cause qui n'est pas du tout aujourd'hui étudiée. Hein. On commence à avoir de plus en plus de preuves, il y a de plus en plus d'articles dans le monde entier sur les liens entre microbes et maladies, des publications tout à fait officielles, très très sérieuses, mais évidemment le lien avec la vaccination n'est pas encore étudié et encore moins établi. Voilà. Donc elles peuvent donner des réactivations, hein, enfin le vaccin peut donner des réactivations et donc des maladies chroniques, et en tant des infections chroniques, ça peut être juste l'infection chronique elle-même qui donne des symptômes ou carrément déclencher une maladie auto-immune parce que ces microbes ont la mauvaise idée de nous favoriser des maladies auto-immunes. Évidemment, il y a d'autres effets secondaires, sont les excipients. J'ai envie de dire, on les met trop en avant à mon goût. C'est essentiel parce que c'est peut-être en fréquence ce qui donne le plus souvent d'effets secondaires, mais c'est des effets secondaires moindres, à part la myofascite à macrophage, c'est sûr, et ce qu'on va voir après. Donc il peut y avoir des réactions allergiques aux traces d'antibiotiques, ça peut arriver, c'est pas fréquent.
Il y a des maladies dégénératives liées à la présence de formol. Le formol est un produit cancérigène, hein, donc c'est quand même pas anodin, mais bon, c'est à mon avis pas le premier problème. Il y a cette fameuse myofasciite à macrophage, vous savez, les inclusions d'aluminium qui vont créer des douleurs, ça ressemble un peu à une fibromyalgie, et c'est l'aluminium qui reste inclus dans le muscle. C'est pour ça que je vais avouer un truc devant la foule, sans me faire lyncher. Je fais des vaccins des fois. Même pour tout vous dire, j'ai fait mes études à Necker, enfants malades, et j'ai fait un stage de vaccination. À l'époque, j'étais moins ouvert à tout ça. Mais et on ne vaccinait jamais dans le muscle, on vaccinait toujours en sous-cutané. Je vous le dis parce que je ne comprends pas qu'on fasse. Alors dans le muscle, ça fait mal et ça donne des myofascites, alors que si on vaccine en intradermique, c'est moins embêtant. Et par contre, ça donne surtout des intoxications à l'aluminium qui sont plus sournoises. Et on est nombreux, là aussi on manque de preuves, mais on est nombreux à être persuadés que c'est une des causes de l'augmentation de l'Alzheimer. On a fait vraiment des liens. Il y a pas mal de travaux qui font le lien Alzheimer-aluminium. Ce n'est pas prouvé absolument, mais on va dire que c'est quand même admis. On n'a pas encore fait le lien avec le vaccin, mais comme par hasard, qui est-ce qui se fait vacciner tous les ans contre la grippe, gratuitement? Voilà. Donc, alors quel vaccin pour quelle personne? Et j'ai fini. Moi, personnellement, je pense que le tétanos peut avoir son utilité. On pourrait débattre longtemps, donc on ne va pas rentrer dans un débat conflictuel là-dessus. Il y a des effets secondaires, mais ils ne sont pas fréquents. On a trouvé des gens qui faisaient peut-être des maladies spastiques, voire des spasmophilies après le tétanos, c'est possible. Mais enfin, on va dire que c'est rare. La polio, c'est peut-être un des seuls vaccins utiles. J'ai vu des polios encore, moi, on va dire, vous avez vu, je suis encore jeune. Mais donc la polio est à peu près inexistante dans notre pays. Tout le long, ça donne des fatigues, voilà. Donc peut-être, parce qu'on a un vaccin maintenant qu'on appelle acellulaire. Avant, l'ancien vaccin était très très mal toléré, mais le vaccin acellulaire, qu'on a depuis maintenant plus de 10 ans, 15 ans, est assez bien toléré. Donc,